et bienvenue à cette 5e live conférence La musique demain, proposée par l'IRMA, le Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles, et Paris Mix, la grade d'entreprise musique, innovation et diversité. La musique demain, c'est un concept de table ronde où l'on aborde le présent et l'avenir de la musique, du secteur musical, dans un format à mi-chemin avec l'émission de télévision, puisque nous sommes filmés et vous pouvez suivre, les internautes peuvent suivre cette conférence également en live stream, en direct sur Internet. Et vous pouvez poser vos questions grâce à un flux Twitter avec le hashtag LM2M1. Nous sommes ici au 104, établissement culturel de la ville de Paris, à Futur en scène, porté par notre partenaire Cap Digital. Futur en scène, le festival des acteurs du numérique, de l'innovation. J'imagine que dans la salle, il doit y avoir des startups, des jeunes entreprises. Et nous sommes plus précisément dans le cadre du marché du taf, travailler, apprendre, se former. Donc j'imagine qu'on a aussi quelques étudiants et quelques futurs professionnels. Ça tombe bien puisque le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est la question de l'emploi dans la musique et plus précisément dans les entreprises du numérique. Et pour parler de tout ça, on a 3 intervenants avec nous. Bonjour. Alors nous avons Henri-Pierre Mousset, tout à gauche, à ma gauche, directeur du label Yotanka, qui produit entre autres Zenzile. Et vous êtes également le directeur d'une petite boîte qui monte, à savoir Wizband. Est-ce que vous pouvez nous présenter en 2 mots Wizband? J'ai envie de présenter ça comme un distributeur numérique, mais ce serait réduire, je crois, la chose. Oui, on vient juste de changer de nom. Avant, c'était Yozik, donc peut-être que certains nous connaissent sous ce nom-là. Wizband, c'est une plateforme de service pour les artistes et les labels pour vendre leur musique. Et donc, nos outils pour vendre la musique, c'est de la vente directe sur leur site internet, sur Facebook. Donc, on fournit un outil de e-commerce facile à utiliser, de la distribution digitale sur toutes les plateformes, de la fabrication de CD, de vinyle, des services d'expédition, de stockage, de la vente sur les marketplaces et des outils promo pour renforcer la relation entre les artistes et les fans. Ouais, tout ça suivi de commande, dans la même plateforme qui s'appelle Wizband. Wizband, donc on le prononce à l'anglaise. D'accord, nous avons avec nous Frédéric Neff. Frédéric Neff, vous êtes consultant dans les stratégies numériques pour les entreprises musicales. Vous avez monté votre propre boîte, votre auto-entreprise qui s'appelle Viva Musica. Et depuis peu, vous êtes également community manager de la SACEM. Je pense que la SACEM, tout le monde doit connaître ici, Société civile de gestion des droits auteurs, compositeurs, éditeurs. Mais en 2 mots, Viva Musica, c'est quoi ? Alors, Viva Musica, c'est un projet qui est né après un parcours en tant que disquaire, un parcours en tant que distributeur physique vers la distribution numérique, de l'accompagnement, du conseil et de la gestion de A à Z de tout ce qui est distribution numérique, et comprendre les enjeux, former et bidouiller dans ce monde merveilleux qu'est la distrib digitale. Et puis de fil en aiguille, à force de rencontrer des gens, ça a rebondi vers d'autres aventures, dont la nouvelle et maintenant la SACEM. Très bien. Et enfin, nous avons avec nous Marc Benaïch. Bonjour Mathias. Vous êtes également un homme multicasquette. C'est le fil rouge entre vous 3. Vous êtes président de Mondomix. J'ai vu le canard, dommage. Oui, c'est pas grave. Le magazine culturel, de la Mixbox, un espace de diffusion et de showcase. Et également du cluster Paris Mix. Qu'est-ce que Paris Mix ? Alors Paris Mix, c'est un cluster, donc c'est un regroupement d'entreprises dans la filière musicale. Et nous travaillons sur 3 axes, musique, innovation, diversité. Et nous sommes aujourd'hui 42 membres et nous mutualisons des moyens humains et des moyens techniques pour développer la filière musicale, principalement la filière indépendante, autour des questions de l'innovation et de la diversité culturelle. On est à Paris et on a un lieu laboratoire qui s'appelle la Mixbox, où on fait un certain nombre de démonstrations, de projets, retransmissions sur Internet, et puis toute une série d'actions que je présenterai au cours de ce débat. Tout à fait. Alors, ce qui nous réunit, c'est la question de l'emploi. On l'a dit, pourtant, la situation de l'emploi en France, vous le savez, n'est pas terrible. La situation de la musique qui peine à sortir la tête de l'eau depuis une dizaine d'années, c'est pas terrible non plus. Donc, a priori, on pourrait se dire, tiens, mais c'est pas forcément là qu'il y a du taf. On pourrait peut-être même comprendre qu'un jeune actif aujourd'hui se demande si c'est bien dans ce secteur qu'il veut faire carrière. Pourtant, si on gratte un peu plus, on s'aperçoit que c'est un secteur surtout en pleine mutation. Les années noires, les dernières tendances chiffrées économiques tendent à prouver que les années noires de la crise seraient derrière.
C'est un secteur qui a changé, qui a été amené à changer, confronté au numérique, qui a été amené à changer, qui a expérimenté. C'est un secteur composé essentiellement de TPE, de micro-entreprises, donc il y a une forme de flexibilité qui leur permet d'innover et de proposer des nouveaux services, comme on vient de le voir. Et du coup, le vent est peut-être en train de tourner. D'ailleurs, dernièrement, c'est votre directeur, Jean-Noël Tron, Frédéric, qui sortait le chiffre de 200 000 emplois dans la musique en France. Alors, c'est un chiffre un peu global, d'ailleurs, précisant au passage que ça représentait plus que l'industrie de la défense, je crois. Alors, évidemment, c'est un chiffre global où on englobe tout, jusqu'aux fabricants d'instruments, jusqu'aux enseignants en conservatoire. Mais ça donne une idée, tous ces emplois ne concernent pas les emplois numériques dont on va parler aujourd'hui, mais l'évolution du business de la musique laisse à penser que le business de la musique passe de plus en plus par les outils du numérique, et donc le marché de l'emploi va suivre. Donc on se retrouve face à un marché de l'emploi qui est peut-être de niche, qui est peut-être petit, mais qui existe, avec des recruteurs qui recrutent, avec des candidats qui postulent. Et je vais vous proposer tout de suite de regarder un petit reportage vidéo, un court reportage vidéo de 2 minutes, où justement on a été questionné des entreprises qui recrutent, à savoir Deezer, la plateforme de streaming, avec sa DRH Anna Kowalska, et également 2 distributeurs numériques, à savoir Believe, Eric Landouzi, directeur des opérations, et Pascal Bittard, le président de Idle. Nous en allons profiter également pour poser quelques questions à un observateur, Gilles Castagnac, directeur de l'IRMA et de la plateforme d'emploi et de stage Irma Work, en lui demandant quelles étaient les tendances un peu observées à partir de cette plateforme qui met en connexion des recruteurs et des candidats. Petite vidéo. Les entreprises qui recrutent, c'est tout azimut. Hein. Ça va de Believe au Major, en passant par les festivals, les SMAC, les collectivités, etc. Believe a été créé en 2005 et nous sommes aujourd'hui à peu près 200. J'ai commencé moi tout seul, comme beaucoup d'entrepreneurs, très vite rejoint par mon directeur technique qui est devenu mon associé. Donc un développeur informatique de très bon niveau. Aujourd'hui, on est 15 salariés, plus 3 stagiaires, donc on est physiquement 18. Ça fait 6 ans que Deezer existe. Il y a eu effectivement une énorme évolution en termes d'effectifs. Donc nous avons gardé à peu près 2/3 de l'effectif en France et nous avons le reste de l'effectif à l'étranger. Donc au total, nous sommes à peu près 250 aujourd'hui. Et à titre de comparaison, il y a 1 an et demi, on était 170. On recruterait sur les 3 ans qui viennent à peu près autant de personnes que ce qu'on a recruté sur les 7 premières années. Donc voilà, avec peut-être une partie à l'étranger. Et encore, je ne suis pas sûr que dans ces chiffres-là, je compte les développements des bureaux à l'étranger. Donc on est en phase d'accélération. En termes de perspectives d'emploi, je dirais que Believe a atteint un certain stade de maturité sur nos produits et nos services historiques. Donc le développement va se poursuivre à peu près au rythme de 10% par an. Bien évidemment, encore en 2013, nous avons à peu près 50 de postes ouverts, carrément dans tous les métiers qu'on représente. Donc marketing, business development, technique, beaucoup de recrutement technique. Chef de projet, fonction support. Effectivement, peut-être que ça a été plus rapide sur le monde de la musique enregistrée parce que la bascule s'est faite plus rapidement, mais l'innovation, elle est bien évidemment aussi du côté du spectacle vivant, évidemment des médias et surtout des services. C'est-à-dire qu'en fait, là, on raisonne sur quelque chose qui a dépassé le clivage entre disque et spectacle d'un côté. Sur la partie spectacle, ça peut être la billetterie, ça peut être les services offerts au-delà du concert lui-même, et puis sur le travail en direction de la connaissance des publics. Hein. Henri Pierre, tenez. Vous aussi, vous recrutez, je crois. Actuellement, on est 12 ans, on recrute, mais c'est poste par poste. Disons, comment s'est déroulé le développement de la boîte, y compris en termes d'effectifs depuis le début. Ça a été assez rapide, oui. L'année dernière, on est passé de 4 à 12, donc ça fait 8 recrutements. C'était une grosse marche et un gros travail à faire que de recruter. Il y a des candidats, mais il y a aussi en interne, dans l'entreprise, un gros travail à faire de définition des postes et de qui on veut. Par rapport à ce que j'ai entendu, je confirme qu'il y a du boulot.
Il y a des postes dans la musique et dans le numérique, et à l'intersection des deux. Si je prends l'exemple de notre structure, il y a une équipe de développeurs qui ont un profil vraiment technique, pour lesquels on cherche certaines compétences clés sur le streaming, les systèmes, etc. Et il y a aussi des postes qui sont à cheval entre la musique et le numérique, qui sont nouveaux, pour lesquels, du coup, il y a très peu de... Enfin, c'est pas d'école pour ça, et ça s'apprend sur le tas. Il faut avoir une bonne capacité à apprendre. Mais je pense à tout ce qui est promotion des ventes sur les plateformes, relations avec les plateformes, livraison. Il faut comprendre ce qui se passe en matière technique, mais il faut aussi comprendre la musique et pouvoir parler avec des services éditoriaux de iTunes, Spotify, etc. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a des boulots vraiment intéressants sur le marché. On aura l'occasion de revenir sur les compétences recherchées précises et les types de métiers. Mais comment vous avez démarré, peut-être aussi, Wizband, comment ça s'est passé au début, le début de la start-up? C'est une belle histoire. Moi, j'étais label, donc c'était un petit label. On était 2, voire 1 parfois. Et c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier d'Internet. Et la belle histoire de l'Internet, c'est qu'on peut tout apprendre sur Internet. Tout est accessible, toutes les connaissances sont accessibles, et c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai appris à développer, à faire du e-commerce, jusqu'au jour où je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée, je vais pouvoir le proposer à d'autres. Et de là est né Yozik et aujourd'hui Westband. Donc c'est en faisant. C'est en faisant que j'ai appris. Oui. Donc j'imagine que tout ça, au départ, c'est du bénévolat avant de construire une équipe. Ça l'est encore parfois. Oui, c'est beaucoup de temps. Mais quand on aime, et je crois que c'est la particularité de nos métiers dans la musique, c'est que c'est une chance de pouvoir allier une passion, un goût personnel avec des compétences techniques et un job. Donc finalement, c'est intéressant et on compte plus ses heures à ce moment-là. Et quand est-ce qu'elle a été créée, la boîte Yozik, à l'époque? En 2007. 2007. Et donc en 2007, comment s'est fait l'évolution de l'effectif jusqu'à maintenant? Eh bien, assez lentement, parce que tu vois, on est passé de 1 à 4 en 4 ans. Ouais. Les débuts ont été assez longs. Ouais. Et donc finalement, c'est sur les 2 dernières années que vous avez connu un gros boom en termes d'effectifs. Exactement. Et en termes de perspective? Eh bien, c'est pareil. C'est pareil. Je pense qu'on va doubler d'effectifs d'ici la fin de l'année. Et puis ensuite, on va continuer. D'accord. Alors évidemment, on pourrait citer plein d'exemples comme ça de boîtes qui se développent dans cet univers du numérique musical. On pourrait citer des grosses boîtes. Je pense à la Xbox Music qui se développe aussi et qui recrute, qui est le service en ligne de Microsoft, donc avec des gros moyens et qui est implanté en France. Mais on pourrait aussi citer pas mal de startups qui proposent de nouveaux services et des innovations qui auraient tendance à se développer. Je pense, on l'a entendu dans la vidéo, ça peut venir de différents secteurs, pas nécessairement du disque ou autour du disque. En spectacle, je pourrais penser à Playme sur la précommande de billetterie ou à Soundkick, un agenda concert, un outil de synchronisation. Il y a aussi des innovations qui se passent sur la gestion de droits. Je pense à OneAsic, un éditeur qui travaille sur un rapprochement entre artistes et marques, mais aussi à Transparency Right Management, qui est un tiers de confiance dans la gestion des droits numériques. On pourrait en citer plein. On pourrait citer Sounderbox, un système de playlist participative en soirée, qui feront un apéro ici juste après cette conférence. Mais il faut aussi dire qu'il y a des boîtes qui disparaissent. L'exemple retentissant de Bizik dernièrement. Puis on peut dire aussi que pour Deezer, heureusement qu'il y a eu Orange. Donc si on voit ces exemples qu'on a vus dans la vidéo, ou si on vous écoute, on pourrait penser, on pourrait croire à l'Eldorado. Marc, qu'est-ce que vous constatez au niveau des micro-entreprises membres de Parimix? Est-ce que c'est le même constat? Alors, pas tout à fait. Sur Parimix, il y a des entreprises de taille très différentes. On a des TPE, comme des bookers, des tourneurs, des labels, des petits labels, des bookers comme Man Minute, des labels comme No Format. Et puis, des entreprises, des gros indépendants comme Harmonia Mundi. Et puis aussi des institutions comme le Théâtre de la Ville ou la Gaîté Lyrique. Donc forcément, les situations sont très différentes selon les structures. Sur Parimix, justement, nous, depuis 5 ans, on essaye de faire passer le monde traditionnel, de l'organisation traditionnelle de la filière musicale, vers l'innovation et le numérique.
Et ce que je constate au quotidien, c'est en effet plutôt des destructions d'emplois, des difficultés d'un certain nombre d'acteurs et des difficultés face à l'émergence du numérique. Voilà, le modèle économique a totalement changé. Ce qu'il faut se dire quand même, c'est qu'en plus de 10 ans, la valeur du marché mondial de la musique a été détruite de plus de 50%. Donc forcément, il y a des disparitions d'acteurs dans tous les domaines, du producteur jusqu'au distributeur. La disparition de Virgin Megastore, la liquidation judiciaire prononcée il n'y a pas très longtemps, en est un exemple retentissant, et beaucoup de producteurs indépendants, de labels, voilà, disparaissent. Alors le numérique se nourrit toujours de la même chose, c'est-à-dire de la production artistique, et les artistes produisent, ils innovent au sens propre du terme, ils créent, et ils ont besoin de producteurs, ils ont besoin de tout un écosystème autour d'eux, et cet écosystème souffre de la mutation, de cette mutation. Et donc nous, notre travail à Paris Mix, c'est justement d'essayer d'organiser de manière humaine et technique cette mutation. Mais la réalité, elle est plutôt beaucoup plus terne que dans le monde du numérique. Il n'y a pas de tendance à l'embauche, il y a beaucoup de stages longs et des difficultés à bien appréhender cette mutation, et que ça soit d'ailleurs dans la filière de la musique enregistrée que dans le spectacle vivant. On a souvent dit que la valeur de la musique, lorsque tout était échangé gratuitement, que la valeur de la musique se situerait dans le spectacle vivant et que le spectacle vivant allait compenser la musique enregistrée, etc. On voit bien que cette vision est totalement exagérée, que la situation est beaucoup plus complexe, délicate, d'autant que le milieu du spectacle vivant en France est un milieu extrêmement subventionné. Et donc sans l'implication des collectivités locales, c'est un secteur qui ne pourrait pas être à l'équilibre économique. Et aujourd'hui, le retrait de ces collectivités suite à la crise que nous vivons en Europe a un facteur extrêmement important sur l'économie des entreprises qui forment la grappe Paris Mix et l'ensemble de l'écosystème. Et justement, il y a aussi de nouvelles réflexions qui se font dans ce cadre-là. L'innovation, ça passe aussi par d'autres formes que le numérique. Il y a aussi beaucoup d'innovation dans ce qu'on appelle aujourd'hui un gros mot que sont les PPP, partenariats public-privé, mais aussi une innovation dans la modalité économique, dans la relation avec la collectivité qui reste encore le donneur d'ordre principal du spectacle vivant en France, mais qui souffre aussi de la crise. Donc un constat de précarité et un manque d'investissement, qu'il soit public ou privé? Alors le manque d'investissement, de toute façon, dans le domaine de la musique, il n'y a jamais eu vraiment de soutien à l'investissement. Hein. Le monde de la banque nous prend pour des saltimbanques. Donc voilà, petite pirouette. Mais je viens de faire la relation entre banque et saltimbanque. Il y a le même mot à l'intérieur, il faudrait chercher. Voilà. Donc oui, donc l'investissement au niveau le monde privé n'a jamais, le monde bancaire n'a jamais compris le monde de la musique, ça tout le monde l'a dit. Donc et puis le monde bancaire aime bien financer de l'investissement, pas du fonctionnement. Les besoins sont plutôt des besoins en trésorerie. Donc bon, il existe des solutions depuis longtemps comme l'IFSIC. Mais voilà, donc et les entrepreneurs eux-mêmes étant assez inquiets, déprimés, sont plutôt extrêmement timorés dans leurs investissements, qui sont principalement la musique, c'est de la matière grise, l'investissement, c'est de l'humain, et donc ils sont assez timorés. Mais on observe que dans cette mutation, il y a une véritable aussi, il y a d'une certaine manière aussi une mutation générationnelle. Dans le monde du hip-hop, on voit beaucoup émerger de nouveaux labels en mode auto-entrepreneur, plein de dynamisme qui vient de jeunes équipes, de jeunes artistes. Et là, il y a un foisonnement et une créativité intense. Mais c'est vrai que nos générations on peine à vivre cette mutation, à bien la comprendre, à l'appréhender. Et donc, il y a aussi ce décalage générationnel qui joue. Tu voulais réagir, Henri-Pierre? Oui, je confirme tout à fait. Il y a des emplois qui disparaissent, et il y en a qui se créent, et il y a un vrai fossé de compétences entre les deux.
Même à l'intérieur des labels, les métiers changent très vite et c'est certainement difficile de rester à la page. Frédéric, jusqu'à présent, on a surtout vu des exemples côté employeur. Mais vous, finalement, en tant que consultant ou employé, ça fait plus de 10 ans que vous travaillez dans le numérique musical. Donc, comment vous voyez ce marché depuis la casquette plutôt employé? Quelle a été votre évolution, les différentes entreprises avec lesquelles vous avez travaillé, et quels étaient les différents statuts? Alors, je vais rebondir par rapport à mes deux collègues. Il y a une vraie précarité qui s'est mise en place au niveau du monde du travail, avec un gap au niveau des compétences. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir, pendant mes études, de transformer 2 fois un stage en emploi parce qu'il y avait une opportunité commerciale qui se faisait à ce niveau-là. La deuxième fois, c'était à Abeille Musique qui avait explosé les ventes avec l'intégrale Mozart à 99 €. Juste, on peut expliquer qu'est-ce Abeille Musique est un distributeur indépendant de musique très orienté sur le classique et le fait qu'ils aient explosé avec le coffret Mozart a permis de développer le catalogue hors classique, ce qui a permis mon embauche. Donc on n'était plus que deux, on était deux, seuls contre tous, à gérer, grâce à Mozart, du jazz, de la variété, du domaine public. On a essayé de l'électro, de l'artiste en développement, dont la Maison de Tellier, donc des trucs qui ont un potentiel de vente. Et puis des trucs très très chelous. Parce que comme on venait d'arriver sur le marché du hors classique, il n'y avait pas forcément les trucs qui marchaient bien et c'était déjà pris. Donc on a bien bataillé pour dynamiser du catalogue. Et beaucoup de références, beaucoup de travail. Et donc ça demandait d'avoir plein de casquettes, plein de compétences. Donc développer des compétences. Comme j'étais jeune et orienté vers les ordinateurs, on a développé des podcasts. On a bidouillé un peu sur les premiers pas de ce qui est devenu après, avec l'équipe d'Abeille qui s'est transformée en Cobuzz, qui s'est transformée en site de vente. Donc il y a des besoins de compétences qui évoluent. Et moi, c'est quand Abeille a pas arrêté de me payer, enfin ne m'a plus gardé, ne m'a pas renouvelé mon contrat parce qu'il n'y avait plus d'argent, parce qu'on avait mangé tout le bénéfice de Mozart, j'ai continué à développer la compétence que j'avais, celle d'être transversale, un pied dans la musique avec une connaissance de marché et un pied un peu dans la nouvelle techno, ce que j'arrivais à comprendre quelqu'un qui parlait le HTML et quelqu'un qui parlait le dev. Et ce qui m'a permis, moi, de rendre plus ou moins pérenne mon activité et d'être confronté à 2 types de structures. Des structures qui étaient complètement en train de ne pas savoir par quel bout prendre l'innovation et qui étaient en train de dépérir, et des structures qui soit recrutaient des gens qui avaient ce double langage, soit se créaient parce que on a un truc qui est différent. Et il y a vraiment eu entre 2004 et 2010 un moment où on pouvait, il y avait un champ des possibles qu'on n'a plus forcément maintenant. Il y avait beaucoup de choses à créer. Alors maintenant, les choses sont un peu plus posées au niveau du marché numérique, et on pouvait vraiment se retrouver à travailler avec des structures auxquelles on ne peut pas penser, à pouvoir dealer avec Naïve, à pouvoir faire des workshops avec Vagram, à pouvoir bosser main dans la main avec un agrégateur comme Believe ou Idol. Et vraiment, même si on a historiquement sur le CV pas des compétences d'informaticien, pas des compétences en marketing, parce qu'on est transversal, on pouvait rebondir et avoir la capacité d'adaptation sur différents métiers avec différents types d'acteurs. D'accord, j'en reviens à ma question. Concrètement, quels sont les clients du Viva Musica? Quels ont été les clients du Viva Musica? De la SARL, un peu de l'ASSO et de la SARL et de la start-up. Et beaucoup de start-up qui meurent et donc qui ne payent pas. D'accord. Et quelle a été l'évolution de votre statut là-dedans? Moi, j'ai eu une évolution régressive en fait. J'ai un peu tout testé. Ça veut donc dire qu'être salarié, c'est régressif? Non, au contraire. Mais enfin, c'est plus compliqué. Donc, j'ai quitté le salariat pour commencer en entrepreneur par hasard, parce qu'en fait, on me demandait de travailler. On me demandait, mais on travaille ensemble. Je me suis dit, d'accord, mais on fait comment? Donc j'ai commencé en portage parce que je ne me sentais pas l'âme entrepreneuriale. Je ne suis pas un gros requin battant et je le savais avant, je le sais toujours encore plus maintenant. En 2 mots, pareil, le portage, si on peut expliquer. Le portage salarial, en fait, on est salarié de sa propre structure. Donc on a sa structure, on est salarié de sa structure et on passe par une structure tiers qui va faire la facturation. En fait, on est salarié de la structure de portage et on négocie avec le client, on négocie le prix, mais au lieu d'avoir une facture, on a un salaire. Mais le portage par rapport à mon business, c'était pas compatible. Être payé au pourcentage des ventes sur du portage qui doit respecter les conventions collectives du conseil, c'était pas possible. Donc je suis passé en entreprise individuelle
Donc il y a un format qui est bien, mais qui demande de la trésor. Donc quand on crée une entreprise, en général, on est toujours en manque de trésor. Donc quand on crée une entreprise sans acédique, sans acre et sans capital, on est ultra en manque de trésor. Enfin, on est en danger. Donc j'étais en danger 2 ans sur ce statut. Je suis passé en auto-entrepreneur, qui est un système d'entrepreneuriat où il n'y a pas moins besoin de trésor, parce qu'il suffit de payer sur les deals qu'on a. Dès qu'on gagne de l'argent, on paye dessus et on n'est pas sur des paiements trimestriels par rapport à un chiffre d'affaires d'il y a 2 ans au forfait les 2 premières années. Donc ça a simplifié le processus, et là je suis salarié depuis 1 mois et à plein temps, et c'est un vrai paradis. Enfin, je retrouve mes week-ends, je découvre le temps libre, et je découvre en fait à quel point c'est super excitant d'avoir sa propre activité et d'être son do it yourself et de devoir rien à personne, de pouvoir gérer ses journées comme on veut, de pouvoir faire du 6-19 tous les jours, et après sortir et voir les potes, enfin, de pouvoir gérer son temps, gérer son activité, être le seul maître à bord, c'est vraiment très glorifiant, très agréable et très excitant, mais ça vous fout un stress monstrueux parce que c'est d'une précarité monstrueuse. Ça m'a fait générer 10 000 euros de dette, ça m'a fait générer une énorme crise c'est pas grave, ça. Enfin, ça m'a aussi joué corporellement. Enfin, ma courbe de poids est assez hallucinante sur cette période d'entrepreneuriat, et c'est pas forcément viable. C'est pas forcément viable. La précarité, c'est pas viable sur le long terme, c'est clair. Donc, soit on arrive à rebondir, soit on arrive à développer un chiffre d'affaires qui permet de se poser. Mais toi, tu arrives à te libérer un salaire encore maintenant? Oui, ça commence à venir. Mais c'est vrai que c'est précaire. C'est précaire pour les boîtes qui disparaissent. Je ne parle pas de la mienne, mais j'ai beaucoup de partenaires ou de clients, de labels. C'est précaire pour les jobs à l'intérieur qui changent aussi rapidement. Mais donc, quand je disais qu'il y a du boulot, mais c'est du boulot comme ça, hein, c'est sûr. Alors peut-être qu'il faut être jeune, que ça ne peut pas durer éternellement. Ou peut-être que c'est comme ça maintenant. Donc si je comprends bien, Frédéric, juste pour conclure, le statut de prestataire, c'est plus un choix par défaut de salariat. Oui et non. Enfin, moi, je me suis retrouvé dans une situation, j'étais dans le chaînon qui a le plus explosé avec la crise. La distribution, c'est automatiquement le chaînon qui allait péter. Donc ouais, je vais aller dans un truc qui va disparaître. C'était très enrichissant. Pourtant, c'est le chaînon qui fait rentrer l'argent dans la filière. Donc ça crispe. C'est pas le chaînon qui va être automatiquement le plus tourné vers l'innovation en disant puisque c'est le chaînon par qui la trésor rentre. Donc on a forcément moins de perspectives, de prospectives sur l'avenir. On est plus resserré sur soi-même. Donc j'ai vécu ça de l'intérieur. Après, ma force, et la force de ces métiers-là, c'est que c'était très rigolo à expliquer à la NPE, c'est bonjour, je fais un métier qui n'existe pas, je suis en train de créer mon propre métier. Donc le métier de conseil en distribution numérique et les métiers qui sont liés à la distribution numérique, quand tu arrivais à ton cabinet de la NPE en 2007, tu parlais de distribution numérique, bon, tu faisais rapidement un cours de l'évolution du marché, les types de consommation, mais on croyait encore que MySpace allait sauver le monde à cette époque-là, et le streaming apparaissait à peine. Donc c'était il y a 6 ans. 6 ans numérique, c'est l'équivalent du Jurassique. Donc c'est très long. Donc on est sur des métiers qui évoluent très vite, avec plein de compétences à acquérir, et en fait on invente soi-même son métier. Moi, ce qui a fait que ça n'a pas marché, hormis mille et une aventures d'entrepreneur, c'est que j'ai pas le profil d'entrepreneur. Donc je l'ai fait par défaut, parce que j'avais un métier, qu'il y avait des gens qui voulaient ma compétence, et moi je voulais bouffer, donc on s'est entendu assez vite. Mais moi je sais que j'ai pas la compétence d'être un entrepreneur, je l'ai fait par défaut. Mais ce qui est magique, c'est qu'en n'étant pas compétent pour quelque chose, en n'ayant pas la compétence de la rigueur de l'entrepreneuriat, la trésor et tout ça, je suis arrivé à faire une activité pendant 5 ans, à pouvoir faire 1001 métiers et à pouvoir construire mon développement personnel, ma carrière, et m'acquérir des compétences hyper transversales, ce qui fait que maintenant, ma valeur sur le marché du travail, c'est d'être une espèce de canard à 3 pattes, complètement adaptable, qui parle à la fois le langage de la musique, des musiques spécialisées, et le langage du numérique, et les problématiques de métier, et les problématiques de gestion d'équipe. Donc ça a été un enrichissement. Mais c'est vrai que me suis retrouvé par défaut à devoir fabriquer mon propre métier sans avoir les compétences et les cartes en main pour le faire. Donc la clé de la réussite pour réussir sa carrière dans le numérique musical sans être entrepreneur mais employé, c'est une forme de flexibilité et de multi-connaissance, c'est ça ?
La flexibilité, je pense que c'est pas propre à ces métiers-là. Et dans la musique, la multi-activité, la multi-connaissance, c'est quelque chose qu'on trouve aussi, je pense que Marc pourra en parler mieux que moi, sur tous les métiers traditionnels de la musique. Un label, pur label, ça n'existe plus maintenant, il fait d'autres métiers. Alors la multi-activité, on va y revenir un tout peu plus tard. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Marc. Non, je voulais juste par rapport à ton expérience d'entrepreneur, je pense qu'il n'y a pas de formation à être entrepreneur et je pense que quand tu dis que j'étais pas prêt pour être entrepreneur, les entrepreneurs, c'est pas non plus des requins qui voilà, donc je pense que tout ça est un petit peu stéréotypé. Par contre, ton expérience démontre quelque chose. C'est plutôt un état de fait qui est dit et redit partout. Alors je veux pas surtout que mes propos soient interprétés de manière politique, mais c'est vrai que la France n'est pas un environnement propice à l'entrepreneuriat. Et c'est pas un environnement extrêmement stimulant pour l'entrepreneuriat. Il y a encore un clivage très fort des mentalités que tu viens d'ailleurs d'exprimer de manière stéréotypée lorsque tu qualifies l'entrepreneur de requin. Et il y a vraiment un monde du salariat et un monde de l'entrepreneuriat, et on est encore dans le clivage et une confrontation, et on vit mal en fait ces choses-là. Et je pense que voilà, il y a une évolution des mentalités à faire, sans pour autant endommager non plus le côté absolument extrêmement que tu qualifiais de paradisiaque, mais en effet la qualité du travail salariat et des protections sociales qui vont avec. Mais voilà, c'est l'environnement de l'entrepreneuriat n'est pas très positif en France. Très bien, si on parle emploi, évidemment, il faut parler métier, il faut parler compétences et profils recherchés. Et pour ça, je vous propose de regarder une deuxième petite capsule vidéo, justement sur les compétences et les métiers du numérique musical. Après, il y avait eu une étude, un contrat d'études prospectif qui a été fait sur l'analyse du marché des entreprises de production phonographique. Ça date des années 2008-2009. On a fait un focus là-dessus. Et grosso modo, je crois qu'à l'époque, il y avait 4000 emplois mesurés. Et dans les mutations qui étaient annoncées à ce moment-là, une classification assez claire entre les métiers en déclin, ceux de la distribution physique, les métiers en mutation, donc là où on a l'artistique, le juridique, et puis les métiers en émergence. Il y a une chose qu'on constate aussi, c'est que la formulation des besoins est très différente suivant les entreprises. C'est-à-dire que derrière un poste de community manager, on peut mettre des choses très très différentes. Rapidement, derrière un même terme, il faudra distinguer ce qui relève des compétences, on va dire, de maîtrise des réseaux sociaux, peut-être plus côté communication, des compétences techniques qui vont nécessiter de maîtriser des outils, de se débrouiller avec des applis, etc. quoi. Aujourd'hui, on a deux principaux pôles opérationnels, j'allais dire, qu'on appelle le marketing et la prod, la production. C'est ces deux services opérationnels qui travaillent ensemble, qui sont les deux en rapport avec nos labels et en rapport avec les plateformes. La prod a un côté un petit peu plus technique, elle va s'occuper de toute l'ingestion du contenu de nos labels, des albums, donc là, tous les éléments techniques qu'il faut pour commercialiser un album sur le net. Nous avons une population assez importante de développeurs, donc les profils techniques, que ce soit développeurs API, développeurs en payment, développeurs back-office, front-end. On a ce qu'on appelle des content managers. Le content manager, c'est la personne qui va gérer les contenus, c'est-à-dire qui va s'assurer qu'un contenu qui nous est livré par un producteur soit parfaitement revu en termes de qualité. Ils vont travailler beaucoup notamment sur les métadonnées. Et puis ensuite, nous avons aussi les compétences métiers, notamment business development, labor relations, tout ce qui est légal lié à la négociation de contrats avec nos partenaires.
Bien évidemment, toute équipe marketing qui devient de plus en plus importante compte tenu de la stratégie de développement de la société. L'équipe marketing, alors elle est constituée de différentes personnes, mais en gros, ça va être les contacts des labels et des plateformes sur la partie marketing, c'est-à-dire pour préparer le lancement d'un album, préparer la stratégie, discuter du prix, des exclusivités, des avant-premières. Après, il y a ce qu'on appelle les label managers, qu'on appelle aussi les directeurs artistiques. Un directeur artistique, c'est une personne qui a deux casquettes, en fait. Il y a une première casquette qui est une casquette commerciale, c'est-à-dire que c'est la personne qui va proposer les services de Believe au producteur. Et la deuxième casquette du label manager, c'est celui qui va accompagner le producteur pour l'aider à optimiser sa diffusion digitale. Le channel manager va faire exactement la même chose dans la distribution de contenu vidéo sur des plateformes du type YouTube, Digiteka ou Muzu. Le quatrième, en fait, on a le trade marketing. Le trade marketing, en fait, ce sont les personnes qui sont en contact direct avec les plateformes et qui vont jouer en quelque sorte, toujours par analogie avec le monde physique, le rôle de chef de produit. À l'étranger, nous avons donc surtout les ressources qui sont liées en marketing et éditorial. Pourquoi éditorial? C'est parce que tout simplement c'est vraiment notre ligne de conduite et notre force chez Deezer. Les forts domaines d'accélération qui sont à prévoir sont des domaines comme la vidéo ou l'expansion internationale, où là en fait le recrutement se fera en fonction des pays qui seront visés conformément à notre stratégie. Au moment où on recrute une personne pour l'équipe technique, le critère clé, c'est qu'il faut que cette personne sache nous communiquer et nous démontrer qu'elle a une vraie passion pour les métiers de la technologie. Et notamment, on ne recrute que des personnes qui ont eux-mêmes un projet personnel de développement. Cette équipe de prod est faite de gens avec des profils, pas forcément des formations très techniques, mais des profils un peu plus techniques, très minutieux. Nous avons, au fur et à mesure aussi, développé de plus en plus la politique de stage et partenariat avec les écoles. Tout simplement pour différentes raisons. C'est à la fois pour former les jeunes en métier digital, mais aussi notamment avoir une source potentielle de candidats. Sachant qu'on n'est pas très à cheval sur leur formation chez nous, mais plus sur ce qu'ils ont fait avant et ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Dans les deux cas, on ne prend que des passionnés de musique. On peut pas, même à la prod, qui sont des boulots techniques, quelqu'un, alors c'est au jour le jour très technique comme boulot, et quelqu'un qui ne comprend pas les labels, la musique, les albums, les artistes, il ne peut pas travailler à la prod chez nous. D'abord, il va s'ennuyer, et ensuite, il va être défaillant. Ce qui pourrait décrire le mieux les employés de Believe Digital, c'est des personnes qui sont passionnées par la musique, passionnées par Internet, par le web, par les hautes technologies. Bien, Henri-Pierre, on en vient justement au métier, cette fois-ci. Au sein de Wizband, quels sont les emplois qui existent, quels sont les métiers, comment vous répartissez l'équipe et quels sont les emplois sur lesquels vous allez peut-être recruter? C'est assez proche de ce que racontent mes concurrents, Bitar et Believe. Mais chez moi, c'est structuré en deux pôles, un pôle technique de développement et un pôle de production qui est plus en relation avec les artistes et les plateformes. Et ce que je constate, c'est que même au post-marketing, on recherche avant tout un intérêt, une passion pour la technologie, pour Internet en général. Et c'est souvent ça qui fait la différence. Plus que la connaissance du secteur musical, d'avoir des réseaux, des choses comme ça? C'est important aussi, bien sûr. Mais comme on a beaucoup de candidats qui sortent des labels et qui veulent venir dans le numérique, on va faire la différence sur leur expérience du numérique, de ce que c'est que de faire un site, etc. Et en termes de compétences, est-ce que vous demandez à vos employés d'être bilingues, par exemple? On a entendu parler de toute l'ouverture des postes à l'étranger grâce à la négociation des contrats. Voire trilingue, oui. Trilingue. Ouais, on l'oublie, mais en fait, c'est tellement... Quand on recrute, par contre, on se rend compte de ces contraintes, enfin, de ces impératifs qu'on a, puisque les candidats qui manifestement ne sont pas bilingues, on ne les reçoit même pas. Donc, c'est devenu une absolue nécessité pour l'anglais et un fort plus pour les autres langues. Ouais. D'accord. Et sur les perspectives d'embauche, ça se situerait sur quel type de poste? Sans doute plus en marketing et
ce que j'ai appelé la production, c'est-à-dire la relation avec les artistes, les labels. Des profils sans doute plus difficiles à trouver parce qu'il faut connaître le monde de la musique, il faut connaître les potentialités d'Internet et savoir faire la relation et l'expliquer aux artistes qui ont souvent aux artistes et aux labels qui ont souvent beaucoup d'ambition ou beaucoup de rêves autour d'Internet. Et c'est souvent difficile à traduire dans des actions concrètes et productives pour leurs projets artistiques. Donc ça ne va pas être facile. Ouais. Et précisément, ces emplois au jour le jour, ça consiste en quoi? Peut-être que tout le monde ne connaît pas ces types de métiers. Alors, ça consiste à appréhender des projets artistiques, typiquement un album ou un artiste qui veut développer ses ventes et bien connaître les circuits de vente sur Internet, où sont les fans, où sont les clients, où est-ce qu'on achète, pour pouvoir conseiller l'artiste et travailler avec lui une bonne stratégie. On parle souvent de stratégie, il faut penser que la stratégie, c'est aussi le faire ensuite, puisqu'on a des outils qui permettent de monter un site, une boutique en une journée, faire une action sur un réseau social, ça va durer 1 heure. C'est très rapide et il faut savoir le faire. Quand vous recevez des candidats, est-ce que vous faites attention à la formation et à quoi vous êtes sensible en termes de formation? Non, la formation est... Peu importe. Peut-être c'est le côté technique, la technologie sur Internet évolue très vite, donc les formations d'il y a 10 ans, 5 ans ne sont pas forcément adaptées aujourd'hui. C'est surtout la curiosité, l'envie d'apprendre, la flexibilité, disait. Et la formation, non. Alors, je ne sais pas si c'est typique à mon entreprise, mais carrément non. D'accord. Et dans les stratégies de recrutement, quelle place prennent les stages ou les CDD chez vous? Comment ça se passe, quelqu'un qui arrive chez vous? Est-ce que vous mettez les pieds à l'étrier d'abord et vous regardez si ça convient via un stage, via un CDD, ou c'est direct du CDI? Comment ça se passe? C'est vrai que le stage est devenu un préalable. Quand je réfléchis à mes derniers recrutements, oui, ça a tous commencé... Non, c'est pas vrai. Mais c'est souvent le cas en tout cas, 1 ou 2 stages. Moi personnellement, je fais pas de CDD parce que je sais pas, parce que j'en ai pas le besoin en tout cas. Enfin, j'ai une activité qui est toujours en croissance, donc on se pose pas la question, on a tel boulot à faire et puis dans 2 mois on y va. Et puis parfois les postes changent 2 mois après. C'est toujours comme ça pour un recrutement. Donc c'est beaucoup de stages, oui. Et puis CDI directement. Je pense que dans les startups, le CDD et le CDI ne sont pas vraiment des critères différenciants pour un poste. C'est souvent aussi fragile d'être en CDI qu'en CDD. D'accord. Et est-ce que, comme on a pu l'entendre avec Eric Landouzy de Believe là, dans la vidéo, est-ce que vous aussi vous faites attention à ce qu'ils font à côté, notamment si vous cherchez des profils plutôt techniques, voire leurs projets personnels, vous y jetez un œil? Oui, c'est souvent un indicateur de la curiosité, de la passion, de l'investissement qu'ils peuvent se donner. J'irai même plus loin, on cherche souvent des projets musicaux. C'est-à-dire recruter un développeur qui est lui-même musicien, qui a un groupe, c'est vraiment un plus. D'accord. Frédéric, on a entendu plein de noms de travail, là, développeur front-end, content manager, trade marketing, community manager. Ça vous parle avec tous les métiers que vous avez exercés dans la filière? Vous les avez tous faits ou pas? Non, je ne les ai pas tous faits, mais j'en ai fait avant qu'ils existent. En fait, community manager, c'est un métier qui n'existait pas en 2006-2007, que j'ai fait plus ou moins en gérant pour un client bordelais un site dédié au choral et on essaie d'animer une communauté autour du chant choral avant que ça s'appelle un community manager. Bon, maintenant, je suis community manager avec une fiche de poste qui est improbable puisque c'est des métiers de community manager adaptés à une grosse maison avec d'autres compétences et d'autres choses qui sont pas forcément dans la description de base du métier de community manager. Donc tout est à géométrie variable par rapport au site, comme c'était dit par Pascal Bittard. On parlait Jean de Believe ou Deezer, il y a vraiment une adaptation aussi par rapport aux besoins. Mais c'est vrai qu'il y a plein de métiers qui sont créés à la fois par un transfert de ce qui existait déjà sur le physique au numérique, où ça c'est l'équivalent du chef de produit en physique pour le numérique, et puis des métiers qui ont complètement été créés à part entière. Moi je serais bien incapable de donner des noms de métiers sur les différentes activités que j'avais sur Via Musica. C'était ma prochaine question. Et quand c'était faire que du traitement de reporting et que c'est pas un métier
pas un métier de compta, mais c'est un métier de marketing. C'est un métier où on touche au CRM, donc on fait vraiment du marketing. On va éplucher des milliers, des centaines de milliers de lignes Excel pour en sortir des prospectives de marché. C'est un métier de marketing, mais c'est aussi un métier technique. Enfin, ça n'a pas de data, un gestionnaire de data. Je ne sais pas encore quel est son nom, mais c'est les métiers, comme tu dis, la fiche de poste, elle évolue tous les 2 mois au moins, et on a des besoins qui évoluent au fur et à mesure. On a un marché qui évolue très très vite sur la musique. Là, je parle vraiment par rapport à la distribution. Et on voit là iTunes qui sort en septembre, la iRadio, donc ce que ça va chambouler en termes de revenus. On voit déjà que les baisses de download apparaissent, donc ça a chamboulé des choses en termes de revenus. La façon dont on monétise, la façon dont on livre, la façon dont on consomme évolue constamment. Donc il faut avoir des compétences marketing même quand on fait que de la tech, parce qu'on est obligé de savoir vers quoi tend les choses. Et ça, c'est un vrai manque qu'il y a chez les startups, d'avoir une vision marketing et une vision de besoin à la fois des musiques et à la fois des publics. Et puis du côté label et marketing, un besoin de connaître ce qui existe en technique et de savoir que là, on se fait chier à faire un truc, alors qu'avec une API, ça se ferait en 2 temps, 3 mouvements, et on gagnerait 8 heures de notre temps. Et vu qu'on additionne tous les métiers, gagner 8 heures dans une semaine, c'est du temps libéré pour les autres métiers qu'on fait, et c'est donc beaucoup d'argent gagné. Donc une porosité des métiers, finalement, des tâches qui rend difficile la dénomination. Il y a quelqu'un qui fait du développement, quelqu'un qui fait du dev technique, qui parle en Java, il fait ça. Mais là, on a besoin d'une connaissance. Il y a un besoin. C'est très transversal au niveau des besoins et des métiers. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une boîte chez Believe, un prestat avec qui je travaillais beaucoup, et donc je traînais beaucoup avec l'équipe, même ceux qui étaient que au niveau des métadatas, ils connaissaient les problématiques de marketing, et ceux qui étaient au marketing, ils connaissaient les problématiques de la technique. Et donc parce qu'il y avait cette porosité des métiers, entre les métiers, ça permet à la boîte d'avoir un dynamisme, et parce qu'il n'y a pas un process, on n'est pas bloqué par « Ah mais ça je sais pas faire, ah ça je sais pas que ça existe », mais la technique, ils peuvent pas nous faire un truc pour réparer ce bug, si, il faudrait jouer sur ça, ok on voit un tel. Et c'est surtout un besoin de connaissance. Et il y a un vrai, enfin il y a encore, alors c'est tout début où j'étais blogueur, on était dans un groupe d'évangélisateurs qui allait prêcher la bonne parole auprès des techos pour dire ce que c'est la musique, mais surtout auprès de la musique pour expliquer que les techos c'était pas des vilains méchants pirates. Et en 2013, on a encore ce besoin-là. C'est qu'il y a encore 2 gaps qui se sont créés entre la technique et la prod, enfin entre la prod et le marketing, et entre les métiers de la musique et les métiers plutôt liés aux nouvelles techno. Et on a encore un gros gap de connaissances. Et il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites mieux. Ça coûterait moins cher à tout le monde, ça ferait gagner des sous à tout le monde. Mais par méconnaissance, ça se fait pas. Le chantier au niveau des métadatas, au niveau des reporting, au niveau de la data vise, au niveau de plein de choses, il y a encore beaucoup à créer. On a les compétences, on a les personnes, mais il faut qu'il y ait une meilleure connaissance de toute la filière. Et quand on voit Pascal Bittard qui dit je prends des gens qui connaissent la musique parce que sinon c'est pas possible, c'est déjà quelqu'un qui sait qu'il y a une différence entre une œuvre et un enregistrement, qu'il y a une différence entre un interprète et un auteur. Quand il doit faire des reporting, quand il est sur des datas, c'est donc la différence entre le code ISRC et le code ISWC, c'est la différence sur plein de choses en termes de droit, en termes de déclic, en termes de mécanismes techniques qu'il faut mettre derrière. Et avoir cette connaissance-là, c'est être pour eux, être flexible. Et donc c'est aussi, quand on est dans une phase d'entrepreneur ou dans une phase de recherche d'emploi, être plus en phase à pouvoir trouver un job ou créer sa structure. Alors j'en reviens à vos différents métiers, à vos différentes casquettes. Je voulais vous savoir, est-ce que la multi-activité, finalement, on peut la présenter également comme un choix par défaut de source unique de revenus? Comment on vit la multi-activité? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est inévitable parce que le marché marche comme ça aujourd'hui? C'est facile à vivre. C'est pas facile à vivre, c'est un peu subi, mais c'est ultra excitant quand même de pouvoir faire dans une journée, avoir 3 casquettes différentes, de pouvoir faire 5 métiers différents. C'est assez gratifiant d'être le matin en situation de journaliste et de faire une interview pour Musique Info, l'après-midi se retrouver à parler dev et à faire un bêta-test avec son prestat qui est Believe sur une évolution des players et les bugs relevés sur les reportings, et le soir faire une formation sur comment communiquer sur le web à des artistes qui sont en développement. Ça a été mon quotidien pendant 5 ans, et c'est ultra excitant. Par contre, comme toujours, c'est jamais lissé sur les journées et jamais lissé dans l'année, donc on fonctionne par pic.
Et après, le côté inconfortable, c'est qu'on travaille de chez soi et ça a ses limites de dormir avec 3 ordinateurs qui tournent en boucle pour envoyer des kilotonnes de data et d'avoir sa chambre où votre meuf elle est partie et elle est remplacée par des colonnes de CD que vous numérisez jour après jour et nuit après nuit. Donc il y a une partie subie, mais c'est une vraie force parce que mentalement c'est assez dur au début de segmenter, mais après ça stimule la curiosité, ça stimule la flexibilité en fait. C'est plus on est multitâche, plus on est ouvert sur le multitâche, plus on ouvre son réseau, plus on peut rebondir, plus on peut simplifier les choses parce que telle chose et telle chose va se croiser alors qu'il n'y a aucune raison qu'elles se croisent. Et donc ça reste quand même un bilan plutôt positif. Mais je vois pas comment une structure aujourd'hui, j'ai des potes qui ont monté une start-up pas du tout dans la musique, et ils sont aussi dans une logique de multi-activité, de multitâche, parce que même autour du service, on est obligé de taillader autour parce qu'on ne peut pas, économiquement, on ne peut pas. Et c'est vrai que pour dire ce que tu disais, quand je disais que je suis pas requin, je n'ai pas la volonté d'entrepreneur, j'ai plus envie de rendre service que de gagner de l'argent quand je rends service, ça c'était mon faible. Mais c'est vrai qu'en France, on a du mal quand on est entrepreneur parce qu'à partir du moment où on est entrepreneur, on n'a plus du tout accès à tout ce qui est aide sociale. Donc on ne peut pas être un entrepreneur pauvre, il faut qu'on se démerde par soi-même. On n'a plus de sécu, enfin une sécu qui est très chère et très mauvaise. On n'a pas le droit au RSA, on n'a pas le droit à demi-tarif sur les transports, on n'a le droit à plus rien. Et puis quand on met la clé sous la porte et qu'on se retrouve avec 10 000 euros de dette, on a un délai de carence avant de pouvoir bénéficier du chômage. De toute façon, on n'a pas cotisé, donc on n'a pas le droit. Donc pouvoir bénéficier du RMI, il faut qu'on ait un délai de carence parce que tu comprends, tu étais entrepreneur. Donc tu étais un vilain. Et ça, c'était dur. Moi, je me suis retrouvé sur les 2 premières années de ma vie où si j'étais cohérent, je mettais la clé sous la porte, je me mettais au RSA et je vivais mieux. Et en fait, j'étais un con, j'ai continué, mais ça a payé. Ça a payé, mais c'est vrai qu'on a ça épuise. Très bien, on va un petit peu avancer dans le débat pour avoir un peu de temps. Qui dit emploi, qui dit métier, dit aussi la question des formations. Alors, chez Wizband, c'est pas important, mais on a vu dans le reportage que Deezer, par exemple, travaille des partenariats avec des écoles de commerce, en l'occurrence, pour anticiper un petit peu tout ça. Pour préparer cette table ronde, j'ai discuté avec Daniel Findiquian, directeur du développement numérique chez EMI, et qui a monté un master, un MBA sur le management de la production musicale. Je lui demandais pourquoi il avait monté cette formation. Il me disait qu'il constatait, lui et les gens qui interviennent dans la formation avec lui, une déficience de formation chez les candidats, essentiellement pour des candidats sur le disque. Marc, Paris Mix, en partenariat avec l'IRMA, a monté justement des formations musique et Internet pour ce qui concerne les métiers qui nous intéressent. Est-ce que vous partagez ce même constat de déficience de formation ? Oui, non, et si c'est le cas, quelle était la raison qui a permis à l'IRMA et à Paris Mix de monter ces formations ? Oui, il y a une vraie, dans le monde de la musique, alors c'est de moins en moins vrai et tant mieux, mais ces dernières années, il y avait une vraie carence, une vraie déficience dans la formation. Quand on voyait sur les différents reportages tous les nouveaux métiers, tous les nouveaux noms, tous les nouveaux termes, tout ce jargon, c'est vrai que les métiers, que les personnes du monde traditionnel n'avaient pas du tout pu faire le travail de veille et d'auto-formation là-dessus. Et donc, voilà, cette mutation, ils n'en ont même pas finalement la pleine compréhension. Donc le travail sur les formations musique et Internet avec l'IRMA et Paris Mix, c'était d'abord de faire... Pour précision, ce sont des formations courtes. Cette oui, fois-ci, on est sur des formations de quelques jours. Voilà, c'est des formations de 15-5 jours qui permettent de mettre à niveau sur un certain nombre de domaines, donc réseaux sociaux, connaissance du web, etc. Et c'est là où on va découvrir les bonnes pratiques, les différents métiers, la façon dont les choses évoluent. Et moi, j'ai remarqué avec les différents interlocuteurs, c'est vrai que ceux qui ont... Alors, dans la formation, il y a dans un parcours professionnel, bon, c'est de la formation professionnelle, hein, c'est pas de la formation initiale. Mais en gros, ce qu'on dit, c'est que voilà, dans une trajectoire professionnelle, on apprend 30% en formation et 70% pendant qu'on taffe. Et donc, c'est vrai qu'à Paris Mix, on a mis en place 2 outils, les formations musique et Internet, et puis aussi un groupement d'employeurs, dont je parlerai plus tard. Et le groupement d'employeurs a permis aussi de former finalement les professionnels, les entrepreneurs, les différents salariés de ces entreprises, de les former à ces questions de mutation. Et moi, j'ai observé en 5 ans une véritable évolution dans l'appropriation
de cette mutation, dans la façon d'envisager les choses, dans la connaissance du numérique, dans l'acquisition d'un certain nombre de bonnes pratiques. Et ça évolue plutôt dans le bon sens. Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore un certain nombre de clivages qui sont au-delà de l'acquisition des connaissances dans le monde du numérique, mais qui sont aussi des clivages, je vais dire, en mode business. Parce que c'est vrai que les startups qui s'intéressent à la culture et à la musique viennent plutôt du monde de l'école de commerce, du monde corporate, quand c'est une reconversion professionnelle. Et dans le monde de la musique traditionnelle, on a beaucoup d'autodidactes, d'artistes, de gens qui sont d'abord extrêmement passionnés et qui n'ont pas eu toute la formation initiale de ces start-upers, de ces entrepreneurs, etc. Et donc, il y a encore un certain nombre de clivages et de manque de compréhension sur un certain nombre de process. Et pour beaucoup de nos entreprises, le mot business plan est encore un mot extrêmement violent. C'est mal compris. Donc il y a encore beaucoup de domaines de formation à explorer. Et c'est vrai que nous, on commence à s'intéresser aussi à Paris Mix, à mettre en place éventuellement du e-learning. Parce qu'on n'a pas en présentiel, c'est extrêmement coûteux de faire de la formation. Et de mettre en place peut-être du e-learning pour rapidement permettre aux professionnels de la musique de faire de l'acquisition de compétences, sachant que dans le domaine du numérique, ces compétences, comme on l'a vu, évoluent extrêmement rapidement. Et faire un travail de veille et d'auto-formation permanent dans des secteurs extrêmement chronophages avec des contraintes économiques fortes et un besoin de réactivité sur nos cœurs de métier, faire de la veille dans ces domaines, c'est vraiment de l'ordre de l'acrobatie. Donc ça part d'une démarche personnelle à un moment donné de rester formé en suivant les nouvelles technologies, plus que la question de la formation initiale finalement. Oui, il y a en fait des problématiques de formation initiale mais qui sont très facilement surmontables. Et puis après, en effet, une question d'envie personnelle de s'intéresser à ces choses-là. Mais être technophile, c'est pas quelque chose d'assez évident. Faut aussi franchir un certain nombre d'obstacles psychologiques. C'est pas un monde des plus attractifs quand on est dans le domaine culturel et musical. Ça reste encore. Et puis aussi, il y a dans le monde justement des techos, du dev, etc., un plaisir à rester dans un en-soi jargonneux et pas faire le travail de médiation avec les publics qui ne sont pas des publics techniques. Parce que aussi le jargon est un instrument du pouvoir. Mais on parle jargon geek ou on parle jargon zik, ou les deux? Les deux, mais c'est-à-dire que très clairement, bon, ça c'est un vieux sujet, mais c'est vrai que c'est une question de prise de pouvoir. Lorsque le technique finalement comprend que le monde du marketing ou de l'artistique le comprend pas bien, eh bien il est détenteur du pouvoir, il assoit son pouvoir et il ne va pas forcément faire ce travail de pédagogie, de médiation. Et il y a beaucoup aussi de tensions dans les entreprises parce que c'est assez clanique entre le monde du dev et le monde artistique. Bien, donc pour les étudiants futurs professionnels présents dans la salle, j'espère que vous avez retiré les informations. Il y a quand même quelques compétences qui sont ressorties, quelques profils demandés. Ça permet de voir ça. Je vais vous proposer de faire un pas de côté maintenant, parce qu'on parle d'innovation. À un moment donné, l'innovation, c'est aussi des projets en démarrage. Là, on voit différents exemples. On voit surtout des boîtes qui ont formulé leurs produits, qui ont formé leur modèle économique et qui sont en développement. Mais initialement, souvent, on commence tout seul, avec son petit boui-boui. Et donc, la question, c'est comment constituer une équipe, mais autrement que par le salariat. Il y a aussi des alternatives. Comment construit-on une équipe autour d'un projet? Il y a des barcamps, il y a des workshops, il y a de la cooptation possible, il y a du coworking possible, il y a aussi de la mutualisation, on va y revenir. Je vous propose de regarder une courte capsule, la dernière, justement sur cet aspect-là. La cantine, c'est un espace qui est géré par l'association Silicon Sentier et qui est à disposition de l'ensemble des acteurs du monde de la technologie et de l'innovation
pour présenter des projets, travailler ensemble, travailler dans des coins, faire du coworking. En fait, c'est un lieu où beaucoup de technologies très nouvelles ou de start-up assez pointues sont présentes et présentent ce qu'elles font ou recherchent des partenaires. Une offre un peu de base, c'est le fait que lorsqu'on monte un projet, la start-up n'a pas encore de locaux, n'a pas encore de capital. Donc il y a une phase très importante qui est la phase de démarrage. On travaille sur l'idée, sur l'équipe. Et là, nous, la cantine met à disposition des locaux qui permettent aux gens de démarrer pour des sommes très modestes. On travaille beaucoup sur des événements collaboratifs qui permettent aux gens de trouver des nouvelles idées, de tester des projets, d'identifier des pistes, de faire de la co-création. Le Barcamp, c'est un événement qui est auto-organisé, c'est-à-dire qu'on ne prépare pas l'ordre du jour. Ce sont les gens qui se présentent un par un et qui, dans une grande grille sur un tableau noir, indiquent les sujets qu'ils veulent traiter. L'idée, c'est qu'on mélange trois classifications, c'est les briques technologiques, l'usage et les filières métiers. Maintenant, la musique est largement technologique quand même, ça fait un moment déjà. Hein. Mais c'est sûr que c'est un secteur qui doit bénéficier de la technologie et qui doit même... et puis surtout aussi maintenant sur les méthodes de vente, quoi. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour faciliter l'acquisition des œuvres par le biais des réseaux sociaux, avec des prix qui soient adaptés. Et puis toute la communication en ligne qui permet d'identifier les nouvelles œuvres et de donner envie à l'acte d'achat. Deezer organise aussi les événements qui s'appellent donc Deezer Hack Days. C'est un événement international qui dure 24 heures non-stop. L'idée de ces concepts, c'est regrouper les programmateurs, développeurs, designers autour de principales API du secteur. Les développeurs viennent pour présenter leurs projets. Donc ce sont les projets qui d'ailleurs souvent sont intégrés à notre API. Et puis par ailleurs, ce sont les développeurs ou les programmateurs ou les designers qui ont les compétences intéressantes pour nous, au-delà de leur proposition de projet pour Music Hack Day. C'est pour ça d'ailleurs qu'on profite de cette occasion pour écouter le nouveau talent, pour participer plus globalement dans l'aventure chez Deezer. Cap Digital, c'est le pôle de compétitivité des contenus et des services numériques qui a été créé en 2006 et qui fédère les acteurs franciliens du numérique et qui est par ailleurs l'organisateur de Futur en scène. La majorité des adhérents de Cap Digital, ce sont des startups et des PME, voire des TPE, qui sont dans une démarche de mise en relation et qui viennent chez nous chercher des conseils, un réseau, un accompagnement aussi sur un certain nombre de services qu'on développe. Aujourd'hui, nos services RH, qui s'adressent donc aux entreprises de la filière numérique, ce sont différents aspects de la ressource humaine. Donc ça va de l'aide au recrutement, qui est vraiment une des questions prépondérantes pour toutes les entreprises qui se développent. Donc comment faire quand je suis une petite entreprise pour recruter. On a un service de premier conseil au recrutement. Donc là, c'est vraiment de mettre en contact des entreprises qui nous sollicitent, des entreprises donc de la filière des contenus et services numériques, de les mettre en contact avec des cabinets de consultants qui vont en une demi-journée très rapidement balayer l'ensemble du process de recrutement pour des non-recruteurs, on va dire, et les aider à mettre en place une méthodologie pour avancer plus vite. Effectivement, les groupements d'employeurs, c'est vraiment une solution qu'on a identifiée pour mettre à disposition du personnel à temps partiel pour des entreprises donc, de petite taille ou des PME. Certaines entreprises n'ont pas des besoins à temps complet ou pas les moyens pour financer ces postes. Donc on a participé à la création d'un groupement d'employeurs qui s'appelle J'Emploie, Paris Région. Un exemple d'entreprise musicale qui a bénéficié des services RH, dernièrement on a été contacté par WizEvent justement dans le cadre de Futur en scène pour les aider à recruter une personne, un profil technique. On a également Audionamics qui a bénéficié d'un diagnostic RH pour les accompagner dans la structuration de leurs ressources humaines. Ce qu'on peut dire quand même sur les entreprises musicales, c'est comme dans la plupart des gens qu'on côtoie aujourd'hui à Cap Digital, c'est vraiment une affaire de passionnés, encore plus dans la musique certainement.
et que les passionnés ont besoin d'être accompagnés. On donne accès à des leviers de compétitivité et que la structuration de ces ressources humaines est un de ces leviers. Et on le voit, les entreprises qui réussissent sont des entreprises qui prennent le temps de bien faire les choses, de bien accompagner les salariés dans leur évolution aussi de carrière, dans leur recrutement. Comment organiser son équipe pour aller plus loin. Alors on voit plein de choses dans cette vidéo un peu fourre-tout, comme ça par petites bribes. Marc, d'abord, alors on entend parler de coworking, de mutualisation. Grosso modo, il y a effectivement d'autres façons de travailler. Je pense au coworking, notamment pour les freelances. Et il y a d'autres façons d'employer, notamment quand on n'a pas le choix, avec la mutualisation. Est-ce qu'on peut prendre ces deux points un par un? Peut-être qu'en commençant par le coworking, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça change dans les relations de travail, notamment avec Citizen Box? Alors, le coworking, comme on l'a vu là sur le sujet, sur la cantine, c'est vrai que c'est une évolution extrêmement intéressante dans l'organisation du travail. Et à Paris Mix, nous lançons, là, c'est inauguré mardi prochain, mardi 19 juin, un espace de coworking qui s'appelle Citizen Box. Et donc, le principe du coworking, en français collaboratoire, c'est une évolution de l'organisation du travail qui est que, en gros, on est propriétaire de sa force de travail qu'on met à disposition, qu'on loue à l'entreprise. Mais aujourd'hui, on est aussi propriétaire d'un outil de travail, c'est son propre ordinateur. Donc il y a tout un mouvement dont vous avez peut-être entendu parler qui est le Bring Your Own Device. Donc on n'est plus dépendant de l'ordinateur de l'entreprise, qu'on a du mal à configurer avec les mauvais outils, il faut contacter la DSI, et peut-être au bout d'une semaine, on aura un logiciel de messagerie qui fonctionnera. Donc là, on a son propre ordinateur, donc on est propriétaire de sa force de travail, de son outil de travail. Et aujourd'hui, il y a une vraie évolution. On est aussi propriétaire de son espace de travail. Et donc, on peut choisir son environnement de travail et aussi les collaborations. C'est-à-dire qu'on n'est plus forcément dans un espace unifié de l'entreprise, mais avec plein d'autres travailleurs, pas forcément freelance, puisque en fait, les espaces de coworking sont aussi beaucoup occupés par des télétravailleurs. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui favorisent le télétravail demandent à leurs télétravailleurs de ne plus travailler chez eux, parce que ça pose plein de problématiques, mais l'entreprise va en fait louer les espaces, les postes dans les espaces de coworking pour que leurs télétravailleurs aillent dans ces espaces, parce qu'il y a des phénomènes de stimulation, de rencontres, ce qu'on appelle aujourd'hui la sérendipité, c'est-à-dire toutes ces rencontres qui se font par hasard et qui vont faire émerger de nouvelles choses. Et c'est vrai que ça casse aussi le côté un peu clanique de l'entreprise, parce qu'on n'est plus en situation de concurrence interne. On fait son boulot et à côté de soi, on a d'autres personnes qui travaillent pour d'autres choses et on va pouvoir finalement être plus généreux parce qu'on va aider l'autre sans avoir le sentiment qu'il nous prend notre place, combien il est payé dans l'entreprise, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc c'est une nouvelle évolution de l'organisation du travail qui est extrêmement intéressante. C'est des idées simples, mais qui arrivent finalement à se dire que le travailleur, il a sa force, il a son outil et il a aussi son espace. Et donc finalement, ça rééquilibre la relation à l'entreprise. Et donc dans les espaces de coworking, il y a de plus en plus de travailleurs salariés, à côté de travailleurs freelance, à côté d'auto-entrepreneurs. C'est une évolution extrêmement intéressante. La cantine là, est en train de changer d'espace avec il y a un nouvel espace aussi de coworking qui vient d'ouvrir, Creatis, boulevard Sébastopol. Voilà, ça se développe dans le monde entier. Il y a un réseau autour de ça. Et c'est une dynamique alors qui est très développé dans le monde du dev, du développement, de la start-up, de la techno, mais aussi le monde de la culture s'en empare. Et aujourd'hui, à la Citizen Box, on a commencé à ouvrir notre espace. Et c'est vrai qu'on commence à avoir des travailleurs freelance qui étaient habitués à travailler chez soi, qui se disent, ils sont venus une fois, une après-midi, une journée, et puis ils se disent ah ben c'est trop bien, on y reste, c'est beaucoup mieux que chez moi, je préfère payer un petit loyer pour mon poste de travail, et au moins je me sens dans un espace où voilà, je suis stimulé, et il y a de l'émulation. D'ailleurs, toutes les entreprises qu'on a été interrogées en vidéo, on leur a tous demandé finalement, dans le numérique, on n'a plus besoin d'être côte à côte pour travailler, on peut être à l'autre bout du monde. Tous insistent pour le rapport humain et le fait de travailler côte à côte. C'est pas du coworking, c'est des salariés dans une boîte, mais le rapport humain, y compris dans le numérique, finalement, me semble très important. Oui, c'est essentiel. Après, dans le monde de l'entreprise, c'est vrai que le télétravail n'est pas encore une évolution extrêmement bien acceptée.
parce qu'il y a la question de la culture de l'entreprise, et la culture de l'entreprise se forge par le présentiel et par justement ces salariés côte à côte. Mais ce qu'on peut observer néanmoins, c'est que cette notion de culture d'entreprise, c'est quand même un concept hérité des années 80-90, qui aujourd'hui, en 2013, présente un certain nombre de limites. Et que les gens sont beaucoup moins dupes, c'est-à-dire que faire adhérer le salarié à une culture d'entreprise de type quasi sectaire, quoi. On est dans un monde gourou, l'entreprise, il faut y adhérer, etc. Ben, vu les demandes de mobilité aussi sur le travail, vu que beaucoup de salariés se retrouvent sur le carreau du jour au lendemain, cette notion de culture d'entreprise a prouvé ses limites, et les gens sont finalement dans un rapport beaucoup plus exigeant. Donc cette notion d'être dans un même bain côte à côte est aussi en train d'évoluer. Et il y a vraiment beaucoup de demandes côté salarié vers la possibilité de télétravailler. Alors, autre aspect côté employeur cette fois-ci, la mutualisation, les groupements d'employeurs. Pourquoi? Comment? Alors, nous, on a mis en place à Paris Mix il y a maintenant 4 ans un groupement d'employeurs qui s'appelle Paris Mix Groupe Emploi, qui est utilisé par 11 entreprises, 11 employeurs. Et le constat est simple, c'est que dans nos entreprises, il y avait besoin de recruter des postes dans le numérique, mais il y avait un double problème. Le problème économique, on ne pouvait pas recruter un CDI tout de suite. Et puis même si l'entreprise avait les moyens, je prends l'exemple d'Harmonia Mundi par exemple, on n'avait pas en interne forcément les compétences pour recruter la bonne personne. Parce qu'en entretien, il n'y avait pas le RH qui avait les compétences techniques pour évaluer le profil de community manager ou de webmaster éditorial, etc. Donc on s'est mis à plusieurs et on s'est dit, ben voilà, plutôt que de prendre des freelances ou d'aller en prestation de service, on va embaucher des gens en CDI. Donc on les met en situation de stabilité au niveau de l'emploi. Et ces CDI sont partagés au sein des différentes entreprises. Donc aujourd'hui, on a 2 CDI, un community manager et un webmaster. Et le community manager travaille en moyenne pour 4-5 entreprises. Et c'est extrêmement enrichissant pour le travailleur parce qu'il démultiplie les expériences de travail. Et à la différence de la prestation de service, c'est fondamental, c'est que lorsque vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez prendre un freelance ou une prestat de service, la personne qui vient dans votre entreprise exécuter le service, elle reporte à votre fournisseur, elle ne reporte pas à vous, alors que dans le cadre d'un groupement d'employeurs, le lien de subordination, le rapport est immédiat entre le besoin et la réponse à ce besoin. Et donc les différents CDI qui sont dans le groupement d'employeurs ont plusieurs patrons, ont plusieurs relations de travail, sont intégrés aux équipes, sont de véritables salariés, et ça crée une dynamique extrêmement intéressante. Alors ces groupements d'employeurs, ça a du mal à émerger en Île-de-France. C'est en fait un héritage. Si c'est un vieux truc, le groupement d'employeurs, ça vient du monde agricole. Et en fait, parce que le monde agricole, depuis très longtemps, s'est organisé en coopérative, en mutualisation, s'est regroupé. Et donc, on embauché à plusieurs. Et ça commence à arriver dans le monde du tertiaire. Mais il y a encore beaucoup de résistance parce qu'on se dit, ben ouais, mais si on embauche telle personne, ou... qu'en est-il de la confidentialité de mes données, etc. Mais on s'est rendu compte finalement, maintenant on a le recul sur 5 ans, que tous ces freins sautent très très rapidement. Tout le monde s'enrichit de l'expérience des autres entrepreneurs. Et au fond, la seule limite qui subsiste, c'est vis-à-vis de l'employé, notre faible capacité à augmenter son salaire régulièrement. Parce que autant quand on est tout seul en tant qu'entrepreneur pour décider d'augmenter un employé, ça met déjà du temps. Alors quand on est 11, là ça devient extrêmement compliqué. Donc la progression en fait, des salariés au sein du groupement d'employeurs est encore c'est une petite difficulté qu'on doit apprendre à surmonter. Bien, on va avancer parce qu'on est un petit peu en retard. Henri-Pierre, je passe le micro. Est-ce que vous êtes passé par ces différents stades? On a vu un peu de plein de choses différentes, mais pour développer votre activité, des stades, est-ce que vous avez fait de la cooptation? Est-ce que vous êtes passé par du coworking à un moment donné au début du projet? Est-ce que la boîte s'est fait accompagner? Je pense notamment, il y a la Ping vers Nantes, non? Est-ce que vous en... Pas particulièrement, non, c'était plutôt tout seul. Ce qui est certain, moi, ce que je vois, c'est un fort développement du freelance, et ça fonctionne. Donc,
il y a des tâches, des missions qu'on peut déléguer comme ça à l'extérieur, à distance. Je travaille avec. Donc vous externalisez aussi une partie des compétences? Une partie, oui. D'accord. Sur quel type de poste? Plutôt alors c'est soit du développement, soit du marketing, soit sur un projet artistique, on a besoin d'un support. Ça, c'est assez classique. C'est quelque chose que je connaissais déjà dans le monde des labels, par exemple, parce qu'à chaque sortie d'album, à chaque tournée, à chaque concert, on est amené à engager, à embaucher des techniciens sur une mission, une date, voire une heure. Donc, c'est des choses qui, dans le milieu artistique, sont très connues. Dans le milieu des startups aussi, certainement. Donc, beaucoup de freelance. Il y a malgré tout besoin d'avoir une équipe et également un esprit d'entreprise. Ça se construit effectivement. On a besoin d'un cœur qui connaisse bien le produit et qui soit là souvent en tout cas. Ce qui malgré ça, moi j'ai mis en place du télétravail. Ce qui a un intérêt pour les développeurs, c'est qu'ils sont tranquilles au moins 2 ou 3 jours par semaine et ils avancent. Parce que justement, je crois ça, savoir c'est vraiment une expérience enrichissante, c'est que le fait d'être chez soi ou à part, ça permet pour des métiers qui sont comme ça très techniques où il faut se concentrer pendant de longues durées, ça permet d'avancer plus vite et on est moins dérangé par la prod ou par le patron qui dit ah non maintenant je veux ça, maintenant je veux ça. Ça marche bien. Pour ce qui est du coworking, moi je viens de province, encore plus loin puisque c'est la campagne. Donc c'était tout seul. Depuis, je me suis rapproché un petit peu de mes voisins et à Nantes il y a de très belles expériences. Je fais partie de Compagnie Campus. C'est je ne sais pas comment l'appeler parce que c'est vraiment c'est un cluster mais vraiment informel. Ça a été créé par des entrepreneurs. Il y a quelques sociétés dedans. Il n'y a pas de structure autour. Il n'y a même pas d'association, mais ça fonctionne. On s'échange des services, des salariés, voire des capitaux, ce qui commence à devenir intéressant. Il y a aussi à Nantes des clusters formels. Il y a une cantine. Tout ça, ça marche très bien. Ouais. Si je reviens un tout petit peu en arrière, je crois savoir que l'équipe justement à Wisborne n'est pas centralisée au même endroit. Vous en avez un petit peu à La Roche-sur-Yon, un petit peu à Paris, voire un peu à Nantes. À Nantes et puis à Paris, oui. Alors, comment ça se passe le travail en équipe justement à distance? Aujourd'hui, ça se passe bien. Avec Skype, Hangout, enfin ce qu'on veut. Ouais. On arrive à faire de belles réunions de travail à distance. Ouais. Ça ne pénalise pas l'esprit d'entreprise justement? Alors, je me pose la question, ouais. Mais personnellement, ça marche aussi. L'esprit d'entreprise, c'est aussi l'esprit de chacun, de ce que chacun amène à l'entreprise. C'est pas forcément formaté. Et donc, c'est bien aussi que chaque salarié, chaque membre de l'équipe puisse développer sa propre façon de travailler et puis la ramener après dans l'entreprise. C'est pas forcément la norme n'est pas forcément le mieux dans ce cas-là. La diversité, c'est bien aussi. Frédéric, un mot là-dessus? Ouais, quand on travaille de chez soi, c'est quand même beaucoup plus agréable quand avec son client, on a la possibilité de travailler chez son client. Alors, ça peut arriver malheureusement, mais c'est vrai que quand on est tout seul, il faut créer son propre esprit d'entreprise et s'adapter avec qui on travaille, les éléments de langage, la culture d'entreprise visuelle, tout ça. Et puis c'est le clustering. Et voilà. Mais c'est vrai que les situations où on se retrouve à pouvoir être confronté à d'autres personnes qui font le même métier ou pas le même métier, d'être dans ces bouillons de culture, que ce soit pour les entreprises Le Mila, Paris Mix, la cantine qui est un excellent lieu, même si c'est présenté comme un lieu où les échanges se font avec des petites fleurs et on saute partout, il y a des licornes qui sautent, mais quand vous arrivez, vous dites je bosse dans la musique, vous êtes face à des gens qui sont libristes, vous foutez sur la gueule d'abord, et parce que vous foutez sur la gueule, c'est très enrichissant, mais les échanges ils se font pas non plus qu'avec des bisous, quoi. Enfin, c'est quand même des fois assez trash, et pareil en termes de développeurs, où quand tu as un dev qui est sûr que sa solution elle est géniale, il va t'expliquer c'est trop facile, je te fais en 2 jours. Une semaine après, il n'y a rien qui est fait, et puis il va s'obstiner dans une solution technique parce que par fierté de développeur. Donc il y a aussi, mais c'est enrichissant le conflit. Enfin, c'est des choses qui apportent, et donc pouvoir apprendre ces langages, c'est voir qui s'est foutu de sa gueule. Donc lui, il voit qu'il peut pas aller là. Donc après, on rentre dans des phases de dialogue. Mais plus on rencontre, il y a aussi toutes les rencontres qu'on se peut faire en ligne, qui deviennent des rencontres fortes parce qu'on se voit en vrai, la fameuse rencontre IRL. Et la constitution du réseau, c'est de pouvoir confronter des idées, confronter des gens. Et quand on peut travailler ensemble, c'est une première étape. Moi, j'ai eu sur toute mon activité, c'est en ça où je suis pas un bon entrepreneur, c'est jamais prospecté pour avoir des clients, ils sont toujours venus à moi. Ils sont venus à moi parce que le réseau.
Et c'est ce qui a fait que j'ai bossé sur des choses complètement différentes et qui étaient très enrichissantes. Et c'est parce que j'ai rencontré des gens, parce que tu vas d'une sphère à une autre, que pour le réseau, faut donner pour recevoir. Et c'est un peu la magie des espaces de coworking et de tout ce qui est mutualisation de travail. Alors du coup, j'aurais bien posé une question sur le cluster, le MILA en tout cas, le pôle, mais on n'a pas vraiment de temps. Dommage pour toi. On va prendre les questions de la salle, il nous reste 10 petites minutes. On va faire tourner un micro, je vous demanderai juste de bien vouloir vous présenter avant de poser votre question. Bonjour à tous et puis merci pour cette table ronde qui était vraiment très très riche. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Donc je me présente, je m'appelle Christophe Robillard, j'ai 2 casquettes, je suis artiste et puis comme c'est quand même très difficile de vivre uniquement de son art, moi ce qui m'a toujours fait vivre c'est l'informatique. Voilà, donc je suis informaticien, bon, j'ai une expertise en J2E, voilà, bon, bref, etc. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt alimentaire, réellement. J'ai d'abord travaillé en SS2I, voilà, puis je me suis mis au 4/5e pour avoir un peu plus de temps pour la musique, puis à mi-temps. Puis après, c'est compliqué de descendre en dessous du mi-temps quand on était salarié, donc je me suis mis à mon compte indépendant pour travailler 7-8 jours par mois et puis avoir du temps pour mes projets musicaux. Puis à un moment donné, j'ai voulu concilier un petit peu les deux. Et donc là, je monte une boîte où je développe en fait un CRM dédié aux artistes. En fait. Voilà. J'avais besoin de cet outil moi pour mon projet musical. Alors moi, j'avais une remarque et une question. Bon, la remarque, je trouvais que pour le coup, la réaction de Marc, le discours de Marc en France, c'est très très difficile d'entreprendre. Je trouvais que c'était pour le coup un discours aussi très très stéréotypé. On a vu d'autres exemples. Oui. Voilà, justement, je trouve que justement la table ronde d'aujourd'hui montre que si c'était si difficile, il n'y aurait pas autant de startups qui se créent. Aujourd'hui, il y a Cap Digital qui nous permet de nous aider, de mettre en réseau. Il y a du coworking, il y a la cantine, il y a bientôt la Citizen Box. Donc bon, je trouve que ce discours-là est aussi un petit peu stéréotypé. Et après, j'avais une question plus vraiment spécifiquement sur le groupement d'employeurs, qui paraît une façon de travailler assez intéressante, assez séduisante, mais j'ai pas forcément bien compris l'intérêt pour un entrepreneur par rapport à embaucher un freelance ou à travailler avec un prestataire. Bon, tu disais à un moment donné que en termes de reporting, ça changeait un petit peu les choses. Moi, je vois quand je travaillais en tant qu'indépendant ou même en tant que salarié de SS2I pour un client, le reporting, je le faisais au client direct, jamais à ma boîte qui me salariait, quoi. Donc voilà, c'était vraiment là-dessus. Vraiment, quels sont vraiment les plus voilà. Ouais, alors sur le groupement d'employeurs, je vais faire très rapide. Bon, d'abord, le groupement d'employeurs, ça dépend des typologies de métiers, donc après, c'est à voir au cas par cas. Le plus, c'est tout simplement que par rapport à un freelance qui est dans une certaine précarité, en référence à l'expérience de Fred, là, l'employé dans le groupement d'employeurs est en CDI. Donc il est dans une grande stabilité et donc c'est beaucoup plus confortable dans le rapport au travail. Après, par rapport à la prestation de service, ça dépend du service. La notion de lien, c'est pas la question du reporting, c'est vraiment la notion du lien. Parce que souvent dans nos métiers et dans la culture, l'expression des besoins, au départ, est extrêmement floue et le prestataire n'arrive pas forcément à extraire les besoins au moment de la signature du contrat. Et on voit que dans la partie technologique, ça évolue beaucoup en cours de chemin. Et finalement, la relation avec un employé salarié permet beaucoup plus de flexibilité qu'au départ une expression des besoins mal faite qui finit souvent dans une tension entre le prestataire de service et le demandeur. Voilà. Autre question, autre remarque? D'habitude, c'est la première qui est dure à venir et après, je vous demanderai de vous présenter. Alors, bonjour, donc Guillaume Gimondo, je finis mes études à une école de commerce de Grenoble. Et c'était une question justement sur les statuts d'embauche. Pour Wisband, vous avez dit qu'on passait souvent on faisait des stages et après ça a débouché sur un CDI. Comment ça se passe quand on ne peut plus faire de stage? Enfin, en tout cas, on n'a plus de possibilité d'avoir une convention de stage. Comment on commence? Eh bien, on passe en CDI. Intéressant.
Non, j'ai pas de solution particulière. On s'adapte en fait à la durée des stages possibles et on essaie de faire en sorte que le stage soit assez discriminant pour décider si on signe ou pas. Cela dit, ça peut aussi se transformer en freelance, en mission d'autres entrepreneurs pour confirmer l'embauche. C'était ma question. Donc oui, ça peut être ça, ça peut être stage, puis freelance avant d'être embauché. Puis parfois, ça reste freelance aussi longtemps. Merci. Bonjour Joseph, merci pour vos propos. Moi aussi j'arrive sur le marché de l'emploi et en fait j'ai trouvé votre discours aussi assez pessimiste sur l'entrepreneuriat. Et donc monsieur de Paris Mix, est-ce que vous auriez une success story d'une TPE par exemple, une petite étude de cas à nous faire partager? Non, j'essayais alors, sur le discours stéréotypé et sur le pessimisme, j'essayais de modérer un peu les choses, voilà, pour pas être dans une vision bisounours. Il y a des choses. Alors, il y a plein de success stories de TPE. Typiquement, là, Idol, si je prends l'exemple d'Idol de Pascal Bittard, voilà, c'est une vraie success story. Pascal, au départ, il a démarré, ils étaient 2. Et puis aujourd'hui, ils sont, comme il disait, 18 salariés. Et ça ne fait que croître. Et voilà, c'est une très belle aventure dans le domaine musical. Puis il y en a plein d'autres. Deezer, c'est une très belle success story aussi. Et donc dans ce monde-là, sur les 10 dernières années, il y a eu de très belles histoires. Il y en aura encore. Idol qui est passé par le Mila, dont Frédéric est président. Autre question ? Donc Benjamin, j'ai fini mes études il y a un an à peu près. C'est pas sur l'emploi que je voulais vous poser une question. J'ai l'impression dans ce que vous dites que cette transformation vers le digital pour les labels, etc., enfin tous les acteurs de la musique est bénéfique en termes de nombre d'emplois. Est-ce que c'est bénéfique aussi en termes de, je dirais, de chiffre d'affaires ou d'enrichissement pour les acteurs, dans le sens où que ce soit dans les labels, enfin je parle d'Universal parce que j'ai fait un stage chez Universal, je me rendais compte que on avait peut-être tendance à recruter plus de gens, mais le niveau des salaires reste le même. On galère toujours autant à faire du chiffre. Et au final, est-ce que c'est moins précaire pour les acteurs de la musique? Qui veut répondre à ça? Je confirme ce que disait Marc, c'est précaire. Et donc il y a des postes, mais il y en a plein qui disparaissent. Ce qui est clair, c'est que ça ne fait pas plus de chiffre d'affaires. Après, en fait, il y a le cumul. Si on arrive à avoir un salaire qui est plus ou moins correct, honnête, ou dans les prix du marché, qui est en dessous d'un métier qui n'est pas dans la musique. Donc vous êtes assistant chef de produit à Bay Music, par exemple. Vous n'êtes pas sous-payé, vous êtes payé correct, mais par contre, vu que votre charge de travail est assez monstrueuse, du coup, en fait, ouais, ça crée une précarité, puisqu'on fait des journées de 10-12 heures et j'étais payé 1500 € net par mois. Donc c'était pas folichon, mais on y allait parce qu'on était passionné, parce qu'on a permis à la maison de télé de sortir et parce qu'on fait ça pour la beauté du geste. Mais c'est vrai qu'on est sur les métiers de production, sur des revenus qui sont littéralement en baisse, c'est clair. Sur les droits générés, la SACEM a annoncé au Midem, désolé, pour le côté corporate, a annoncé des prélèvements qui étaient en baisse, qui sont en baisse depuis 10 ans. Donc les droits, il y a moins de droits qui sont générés, il y a moins d'argent qui sont générés par la vente, puisque la consommation génère moins d'argent que la vente physique. Le live, c'est un écart de prix qui fait qu'en global, on est aussi sur une baisse de revenus, avec une augmentation des coûts dans tous les cas. Donc on est dans une phase un peu molle. Mais ça n'empêche pas que quand on est sur des économies très, très restreintes, mais dès qu'il y a un succès, dès qu'il y a quelque chose, ça génère de la thune, il y a la récompense qui arrive derrière. Dans l'édition, par exemple, quand ils font péter un Goncourt qui n'était pas prévu, il y a un 13e mois qui tombe avec une prime pour tous les salariés. Donc c'est des choses on est dans une phase de transition qui est un peu longue et ça va un peu mieux au niveau des revenus. D'ailleurs, je profite qu'il y ait beaucoup de gens qui sont dans des métiers techniques pour rappeler que
Le partage des réseaux, des connaissances, ça passe. Enfin, l'émergence d'un travail, ça passe aussi par la connaissance des métiers et par la connaissance des gens, la connaissance des spécificités, des problèmes que chacun a. Donc il y a Paris Mix qui fait ça très bien, il y a Cap Digital qui fait ça très bien. Juste, en effet, sur la richesse générée, et pour très clairement, voilà, il y a eu 50% de destruction de valeur en 10 ans. Donc là, c'est le côté pessimiste et négatif. Mais cette baisse est en train de s'arrêter, tout doucement. Et il y a quelques années, on parlait de crise. Aujourd'hui, on parle de mutation. Donc, plutôt que parler de chute, on peut parler d'une décroissance. Et il y a une réorganisation du marché de la musique. Et donc, il y a une réorganisation aussi du travail à l'intérieur de ce marché. Et il y a une répartition des revenus et de la richesse. Mais face à cette diminution de la richesse, là, aujourd'hui, il y a quand même une très grande dynamique dans tous les sens. Et on voit que la crise est absorbée et que maintenant, tout le monde est convaincu qu'on n'est plus en état de crise, mais en état de changement, de mutation. Et c'est plutôt positif. Une dernière pour Magali Clapier. Bonsoir, merci pour les interventions. Moi, je travaille au Bureau Export de la musique française. Je rejoins une des startups dont vous avez parlé. Mais de l'autre côté, en fait, hors nouveaux arrivants sur le marché du travail, du côté de ceux qui sont déjà dans l'industrie musicale ou dans les structures, disons, plus traditionnelles, est-ce que vous avez connaissance de formation plutôt en termes de management vers ce qu'on appelle un peu l'e-transformation en général? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà en poste, qui ne sont pas forcément complètement adaptés, voire pas. Ça crée aussi des sources de conflits, de culture d'entreprise, etc. Et globalement, je pense que tout le monde aurait à gagner à ce qu'il y ait une transition un peu efficace. Alors, est-ce que c'est un autre sujet pour la musique demain, un autre jour? Est-ce que c'est pas exactement le suite de ce soir? Est-ce que les formations justement musique et Internet n'ont pas été un peu faites pour ça? Alors non, Magali, tu as raison, il n'y a pas vraiment de formation de manager et c'est vrai que c'est un vrai besoin. En tout cas, moi, j'en ai pas identifié. Et c'est vrai que le chef d'entreprise, le manager, a finalement peu de temps pour se former. Et je pense que la réponse peut être peut-être le e-learning et d'avoir des modules de cours que l'entrepreneur, le manager puisse regarder et puis suivre un cours. Ça peut être aussi du e-learning qualifiant, mais je pense qu'il y a une vraie nécessité en effet à former les managers aujourd'hui et c'est une vraie question. Ce sera la dernière. Merci beaucoup à tous. Je remercie l'ensemble de nos intervenants, Henri-Pierre Mousset, Frédéric Neff, Marc Beneich, ainsi que tous nos intervenants en vidéo, notamment Cap Digital, La Cantine, Deezer, Idol et Believe.